Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique lyonnais. Alors vous le savez, cette semaine les espoirs sont de retour, ce qui veut dire que dans les prochains matchs qui vont avoir lieu, les matchs de préparation, eh bien certains joueurs que l'on a vus, on va dire assez longuement pendant les 3 premiers matchs, vont avoir par conséquent beaucoup moins de temps de jeu, donc il était très important pour eux de marquer des points auprès de l'entraîneur notamment. Bon, moi je ne suis pas entraîneur, je ne suis que supporter et spectateur, et donc je vais donner mon point de vue sur les joueurs donc qui avaient gros à jouer, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas de temps de jeu, ou alors tout simplement parce que ce sont des joueurs nouveaux dans l'effectif. Alors vous me direz, il n'y a pas beaucoup de nouveaux joueurs dans l'effectif, puisque pour le moment nous avons que 2 arrivées si l'on accepte le jeune milieu de Diawara qui, on va dire, ne nous a pas enflammé pendant ces matchs amicaux. Et donc je vais dire ceux qui selon moi ont marqué des points et ceux qui à l'inverse en ont perdu pas mal, parce qu'il y a des joueurs qui ont perdu des points. Et puis on terminera par ceux qui finalement ont été assez neutres, c'est-à-dire qu'ils ont été ni bons ni mauvais, et il faudra les revoir sur plus de temps pour se faire une idée. Alors on va commencer par celui qui aura sans doute marqué le plus de points, mine de rien. Il est en concurrence avec Saël Koumbedi pour le poste de latéral droit. C'est Clinton Mata, donc notre ami qui vient de Belgique, qui nous a montré également qu'il pouvait évoluer à la fois sur le côté droit mais aussi en défense centrale, même si je pense que durant la saison il aura sans doute peu l'occasion de jouer en défense centrale. Il a été plaisant. Alors je vais pas vous dire que le mec est une star mondiale, mais il a été sérieux, il est bien placé, que ce soit dans les 2 postes. Je trouve qu'il est pas mal au duel, il est correct à la relance. Après, c'est sûr que par rapport à un Koumbedi ou à un Malo Gusto avant lui, son apport offensif reste extrêmement modéré. Donc il y a intérêt que nos milieux de terrain et nos ailiers viennent alimenter nos attaquants, parce que sinon je pense pas qu'on puisse compter sur Clinton Mata pour apporter du danger offensif, même si, me semble-t-il, il a tiré un coup franc qui a été assez dangereux. Mais dans ses montées, on va dire pour le moment, on peut pas dire que c'est là où il est le plus brillé, mais en tout cas lui, je pense, a gagné une place de titulaire. Dans son recrutement, il correspond à ce que voulait Laurent Blanc, c'est-à-dire quelqu'un de physique, d'expérimenté, donc sans être trop vieux, il n'a que 30 ans, donc de ce point de vue-là, à un moindre coût, une recrue qui va sans doute améliorer le poste et permettre aussi à Saël Koumbedi d'apprendre à ses côtés et d'avoir un petit peu de concurrence. Donc mention bien pour Clinton Mata. Alors deuxième joueur qui a marqué des points, Mohamed El Arouche, donc placé on va dire sur une pointe haute du 4-3-3. On savait que ce joueur était techniquement très très au-dessus de la moyenne. Moi j'avais des réticences par rapport, on va dire, à ses qualités athlétiques. Alors non pas qu'il ne court pas, mais on va dire voilà 1m66, peut-être 64-65 kg. Au niveau pro et surtout en Ligue 1, c'est quand même un petit modèle. D'autant qu'il n'est pas hyper musclé, donc bon, il a beaucoup de travail pour se mettre au niveau sur le plan physique. Alors il est malgré lui lié à une petite polémique. Alors une polémique, je le précise tout de suite, qui est propagée par des influenceurs olympiques lyonnais. Je dis bien des influenceurs, pas des journalistes, puisqu'il semble, mais là aussi je mets des grosses conditions, des grosses guillemets, il semble que Laurent Blanc était assez favorable au recrutement de Morgan Sanson. Alors Morgan Sanson, donc, qui est parti à Nice sous forme de prêt, donc il n'y avait pas d'indemnité de transfert. Donc Laurent Blanc était intéressé par Morgan Sanson, qui a un profil, on va dire, qui correspond à ce qu'il recherche, c'est-à-dire un milieu de terrain très technique, expérimenté, qui connaît bien la Ligue 1.
Et en fait, il semblerait, je dis bien il semblerait, que Mathieu Louis-Jean se soit fermement opposé au recrutement de Morgan Sanson, tout simplement pour faire la place à Mohamed El Arouche. Donc visiblement, l'intention du club, eh bien, c'est de donner beaucoup de temps de jeu à Mohamed El Arouche, que ce soit donc dans le 4-3-3 en numéro 8, peut-être numéro 10 dans un 4-2-3-1, mais pour le moment on n'en est pas là, donc soit en rotation de Ryan Cherki, soit dans un 4-3-3, avec peut-être Ryan Cherki en tant qu'ailier. Alors ça, on va voir rapidement dans les prochains matchs de préparation et évidemment pendant la saison. Si donner du temps de jeu à Mohamed El Arouche est la tendance, on remarquera que contrairement à d'autres joueurs, il a été systématiquement titulaire lors des matchs amicaux déjà passés. Ça ne veut pas dire qu'il sera titulaire, mais qu'en tout cas, il semble que Laurent Blanc veuille désormais l'intégrer dans la rotation. C'est une demande des supporters depuis longtemps, qui considèrent que Mohamed El Arouche est un joueur supérieur. Alors moi, je ne suis pas aussi enthousiaste, comme je l'ai dit. Je trouve qu'il a une vraie technique, il a une vraie qualité de jeu. Mais je ferai simplement remarquer que un des secteurs qui a été le plus défaillant lors de ces 3 premiers matchs, outre les ailiers, c'est le milieu de terrain. Et dans ce milieu de terrain, il y avait Mohamed El Arouche. Alors il a créé 1 ou 2 trucs plutôt sympas, mais j'attends de voir. Voilà, j'ai pas été totalement emballé, mais je pense que je suis le seul, puisque je lis partout que Mohamed El Arouche a été très bon dans ces 3 matchs. Or moi, ce n'est pas vraiment ce que j'ai vu, mais je ne détiens pas la vérité avec un grand V. Donc je vais considérer sur ce début de préparation que je n'ai pas tout vu de Mohamed El Arouche. En tout cas, voilà, lui, visiblement, a marqué des points à la fois chez les supporters et en tout cas aussi auprès de Mathieu Louis-Jean, qui, je vous le rappelle, est le chef de la cellule de recrutement. Alors Mamadou Sarr, je dirais exactement la même chose qu'avec Mohamed El Arouche, même si lui a eu beaucoup moins de temps de jeu. Donc défenseur central, très apprécié au sein du club. Alors moi, très sincèrement, j'ai vu Mamadou Sarr et j'ai vu Abdoulaye Ndiaye, et je dois dire que pour moi, Abdoulaye Ndiaye c'est nettement supérieur. Je regrette fortement que l'on se sépare de Abdoulaye Ndiaye, et surtout je ne comprends pas qu'on aille chercher Sazonov pour 3-4 millions et qu'on se sépare d'Abdoulaye Ndiaye pour la même somme. Au moins Abdoulaye Ndiaye, on sait ce qu'il peut faire, il a une saison complète en Ligue 2. Sazonov, on ne sait pas du tout. En plus, les échos qu'on a eus récemment nous disent que effectivement le gars est très physique, très puissant, mais que par contre il a des pieds en carton. Donc comme Laurent Blanc aime que les défenseurs centraux participent à la relance du jeu, je vois quand même une incongruité par rapport à ce recrutement, d'autant que vous aviez Abdoulaye Ndiaye, je le rappelle quand même, validé par Guardiola. Donc on peut penser qu'il a un potentiel évident puisque Manchester City, dans son City Group, a décidé de donner sa chance à Abdoulaye Ndiaye. Donc je ne comprends pas du tout cette affaire-là. Si vous avez une explication, je suis vraiment preneur. Pour en revenir à Mamadou Sarr, moi très sincèrement je le trouve très lent. Alors il ne faut pas qu'il soit aligné avec Sazonov, parce que alors là sinon on va se retrouver avec une sorte de duo boatengien, et donc surtout ne pas défendre haut avec ces mecs-là. Donc Mamadou Sarr, là aussi, j'espère me tromper, mais moi honnêtement il m'a pas fait grande impression, mais partout aussi je lis oh là là, Mamadou Sarr ceci, Mamadou Sarr cela. Bon, écoutez, là aussi, peut-être que je me trompe, je commence vraiment à questionner mon jugement sur les jeunes joueurs. Il semble avoir marqué des points, mais en tout cas auprès de moi, il n'en a pas marqué du tout. Bon, de toute façon, après les 3 premiers matchs qu'on a vécus, je vois pas, à part Mata, des joueurs qui ont vraiment marqué des points. Mais vous allez voir quand même que y a un joueur dont on parle très peu et qui, selon moi, a fait des entrées vraiment intéressantes. Alors si je ne vous montre que son visage avec le logo de l'Olympique Lyonnais derrière, peut-être ne l'aurez-vous pas reconnu, mais je vais pas faire
le beau, puisque moi non plus je ne l'aurais pas reconnu. Avec le maillot, c'est mieux, donc Pathé Mboup, donc qui est une des découvertes du Dakar Sacré-Cœur avec lequel on a un partenariat. Donc un ailier, plutôt ailier droit, et qui franchement je trouve a mis le feu à chaque fois qu'il a eu le ballon. Je l'ai trouvé vraiment très très percutant. C'est lui d'ailleurs qui obtient le penalty transformé par Jeffrey Adelaide. Et dans le dernier match, pareil, quand il est rentré, je trouve qu'il a fait des choses intéressantes. Alors attention, je ne dis pas qu'il sera dans la rotation, je ne dis pas qu'il aura des minutes cette saison, mais en tout cas parmi les très très jeunes, je trouve que c'est celui qui a montré le plus de disponibilité dans son rôle. Ça ne lui garantit pas grand chose, mais en tout cas moi il m'a plutôt plu, et à la limite j'aimerais bien en voir davantage de la part de ce joueur. Vous le savez, vu la manière dont évolue le mercato, eh bien on ne va peut-être même pas recruter d'ailier, donc au moins on a ce jeune joueur qui peut-être va se révéler cette saison. Alors si ceux que j'ai nommés précédemment sont les gagnants de ces premiers matchs de préparation, il y a évidemment des perdants, c'est-à-dire des joueurs qui ont eu du temps de jeu, qui ont eu l'opportunité de démontrer leur valeur et qui malheureusement n'y sont pas parvenus. Et je dirais en tête de gondole, Johan Le Penant, un peu la star de l'été dernier sous Peter Bosz, qui là avait une occasion unique, puisque Maxence Cacré était blessé, notre nouveau numéro 6 n'est pas arrivé. Par parenthèse, ce nouveau numéro 6 pourrait toujours être Renato Tapia. C'est ce que dit en tout cas Hugo Guimet, que la piste Tapia reste la piste prioritaire, vous savez ce que j'en pense. Donc Johan Le Penant, qui avait vraiment une opportunité justement avec du temps de jeu de démontrer qu'il était capable de faire ce qu'on attend d'un milieu de terrain moderne, c'est-à-dire à la fois récupérer des ballons mais aussi assurer la transmission vers les joueurs offensifs, et de ce point de vue-là, il a totalement échoué. Il y a eu quelques tentatives, une ou deux qui sont passées, mais sur 3 matchs, c'est notoirement insuffisant. Et si on fait le bilan pour lui, dans un contexte où on n'a que 18 équipes en Ligue 1, ça veut dire seulement 34 matchs, la Coupe de France à jouer, que dans l'effectif, vous avez déjà au milieu de terrain Tolisso, Cacré, le futur numéro 6, Kelly Alvero, Mohamed El Arouche et, si on le considère comme un milieu de terrain, Ryan Cherki, je ne vois aucun temps de jeu pour Johan Le Penant. Donc à partir de là, moi je ne vois que 2 solutions pour lui. Soit le prêter, ça permet de libérer de la masse salariale et peut-être de recruter quelqu'un, il est marge à 720 000 € annuels, soit carrément de le transférer. Là aussi, libération de masse salariale et de récupérer entre 5 et 10 millions pour ce joueur. Bon, je sais qu'il a encore la cote auprès de beaucoup de supporters. Moi, je pense que ce joueur n'a pas le niveau pour une équipe qui veut jouer le top 5 de la Ligue 1, mais ce n'est que mon point de vue. Autre joueur qui n'a pas su saisir sa chance, Amine Sarr, qui a évolué dans l'aile, mais moi je me demande si évoluer dans l'aile c'est vraiment là où il va se sentir plus à l'aise, parce que je pense que c'est un joueur qui est en difficulté balle au pied. Il est en difficulté pour jouer le jeu voulu par l'Olympique Lyonnais, c'est-à-dire un jeu dans des petits espaces, et on sent bien qu'il n'est pas du tout à l'aise dans ce rôle-là. Donc je me dis que pour lui, la seule solution, c'est d'être dans la rotation numéro 9, derrière Alexandre Lacazette, à la réception donc de centre, de passe en profondeur, parce que je pense que c'est un joueur qui peut prendre la profondeur. Je trouve qu'il fait des efforts défensifs, donc ça c'est plutôt à mettre à son crédit. Mais par contre, dans le petit jeu, il n'est pas là du tout. En plus, il n'a pas du tout confiance. Je le rappelle, un moment, dans le dernier match, il avait l'opportunité d'aller au bout et de mettre une mine pied gauche. Il s'est arrêté dans son action. Donc lui, clairement, n'a pas marqué de points. Surtout, évidemment, quand on le compare aux autres ailiers potentiels que peuvent être Cherki et Barcola. Ça va être difficile pour Amine Sarr. En plus, il est la cible des suiveurs de l'Olympique Lyonnais, que ce soit
les journalistes, les influenceurs, les fans, qui le prennent en grippe puisqu'il porte sur son front le sceau de Bruno Chéroux. Donc évidemment pour lui, entre son niveau de jeu et ce sceau Bruno Chéroux, eh bien c'est difficile pour lui de se faire aimer par les supporters. Alors un autre qui n'est pas forcément bien meilleur que Amin Sarr, mais qui lui porte le sceau John Textor, puisqu'il vient de Botafogo. Il a été acheté à peu près le même prix qu'Amin Sarr, mais autant Amin Sarr est la cible de toutes les critiques, eh bien Jeffinho, lui, il passe au travers des gouttes. Pourtant, comme je l'ai dit, il fait pas beaucoup plus, totalement inefficace. Alors on va me dire, ouais, il tente des trucs. Alors oui, il tente des trucs, mais il n'en réussit pas beaucoup. Il avait l'excuse, lors de son arrivée au mois de janvier, de ne pas avoir une bonne préparation physique. Là, il n'a plus cette excuse. Et je trouve que pour le moment, il ne donne pas du tout le change et je ne le vois pas du tout dans un rôle de potentiel titulaire. Et je pense que s'il est titulaire dans les matchs à venir, c'est tout simplement parce qu'on n'a personne d'autre à mettre. Alors je rajouterai quelque chose critique à son endroit, c'est que je trouve que parfois il a lui aussi un body language qui ne me plaît pas du tout. Bras levés, un petit peu quand Ryan Cherki est de mauvaise humeur. Alors très rapidement, Florent Sanchez, qui, vous le savez peut-être, vient d'être prêté à Molenbeek. Lui, il a vraiment été calamiteux, comme il l'avait été d'ailleurs avec l'équipe de France U20 à la Coupe du Monde. Lui aussi présenté pendant un temps comme une pépite du centre de formation, et il faut bien dire que le compte n'y est pas. Bon, je passe rapidement sur lui puisque maintenant il est prêté, donc il ne fait plus partie de l'effectif de la saison à venir. Je vais terminer par les joueurs qui ont été un peu neutres, c'est-à-dire que ils n'ont pas eu suffisamment de jeu et n'ont pas été suffisamment impliqués dans le jeu pour qu'on puisse avoir un avis précis sur eux. Donc Shkelly Alvero d'abord. Alors oui, 2m2, plutôt pas mal dans les duels, mais quand même on a vu quelques contrôles américains. On l'a pas vu créer grand chose. J'étais assez déçu qu'il ne joue que 20-25 minutes dans le dernier match. C'est pour ça que je m'étais plaint du management de Laurent Blanc. J'aurais voulu voir Alvero au moins 30 minutes. Ça n'a pas été le cas, et surtout avec les titulaires, parce que quand vous faites rentrer des mecs comme Alvero, avec tous les remplaçants, il y a zéro fond de jeu, c'est le bordel total. Vous pouvez vraiment pas vous faire une idée sur le joueur, donc j'espère bien que Laurent Blanc va réduire les rotations sur les prochains matchs et que l'on voit Alvero jouer avec quelques titulaires pour voir s'il a vraiment un apport. Pour le moment, on ne peut pas vraiment se prononcer. Alors, autre joueur neutre, Jeffrey Adelaide, qui m'avait plutôt pas mal plu dans le premier match. Je l'avais trouvé plutôt mobile. Bon, après, c'est un peu comme Alvero, il est rentré avec les remplaçants, le jeu était totalement désorganisé, donc c'était pas évident pour lui de s'exprimer sur le terrain. Même chose pour Kadewere. Donc les deux, c'est difficile d'avoir un avis sur ce qu'ils peuvent donner cette saison. Kadewere, on en parle à Montpellier, mais si on ne peut pas recruter, on va peut-être le garder. À la limite, je trouve qu'il est pas mal parce qu'il peut évoluer quasiment aux 3 postes d'attaque, c'est-à-dire soit en 9 remplaçants, soit dans les ailes. Donc c'est intéressant. Jeffrey Adelaide, toujours problème, dans quel état sont ses genoux. On sait que le talent, il est présent, ça c'est sûr. Pourquoi pas représenter une alternative au poste de créateur, je ne sais pas. Là, on l'a pas suffisamment vu pour se faire une opinion. Laurent Blanc est bien mieux placé que nous puisqu'il le verra tous les jours à l'entraînement. Pour terminer, Diomandé. Alors Diomandé nous a fait du Diomandé, c'est-à-dire quelques duels gagnés et puis quelques cagades à la relance ou d'emplacement. On n'a rien appris sur lui. On a juste appris qu'il pouvait être potentiellement sur le départ vers Salzbourg. Et Camilo, qu'on a vu en interview, et on était très surpris, enfin en tout cas moi je l'étais, de l'entendre parler un français de grande qualité. Il dit qu'il a beaucoup appris pendant le confinement puisqu'il avait que ça à faire. Malheureusement pour lui, utilisé en défense centrale, alors que le mec est milieu de terrain. Donc qu'est-ce que vous voulez avoir un avis sur lui? Je ne pense pas du tout qu'il fasse partie du projet, donc on essaye de le recaser, de l'envoyer au Brésil. Est-ce qu'il va être à nouveau prêté à Molenbeek? Je ne sais pas.
Mais bon, ce qui est certain, c'est qu'il ne sera pas dans la rotation de l'Olympique Lyonnais. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé, qui selon vous a marqué des points, qui n'en a pas marqué. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.